bah ouais, c'est plutôt agréable. Forcément, quand on a déjà 4000 € sans rien faire, bah c'est plus facile. Et donc la taxe Puma, bon bah il y a un petit calcul évidemment. Alors vu qu'on est en France, c'est un truc complètement incompréhensible. Moi, ce que je vois en réalité, c'est qu'il faut tout simplement un job pour emprunter. Pour moi, si t'as pas une relation de confiance avec un banquier ici, t'arriveras pas à emprunter facilement. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on se retrouve avec un rentier qui ne veut pas payer d'impôts. C'est parti. Du coup, rentier, patrimoine brut et net, 1,4 million d'euros, donc pas de dette pour notre bon vieux rentier. Profil en couple, 27 ans actuellement à la recherche d'un emploi en finance à Oslo, en Norvège. Alors je crois que j'avais jamais eu de Norvégien. T'as quand même réussi à aller dans un pays où la fiscalité est encore plus lourde en France. Félicitations à toi, c'était pas évident à réussir. Je travaillais en tant qu'analyste financier à Paris, mais j'ai aussi été banquier privé à Monaco. Mais le monde de la finance en France ne me correspondait plus. Pas de salaire, mais des revenus locatifs entre 3500 et 4000 € net par mois venant d'un héritage. Ça marche, donc je ne peux malheureusement pas certifier ton profil sans héritage. Objectif, atteindre l'indépendance financière avec 5 millions d'euros de patrimoine brut, acheter un nouvel appartement en Norvège et faire de gros travaux dans ma maison en location, créer un site business en ligne. Beaucoup d'objectifs. Premier point là, et va falloir être très attentif puisque tu as dit deux choses qui sont un peu antinomiques, en tout cas qui ne vont pas bien ensemble pour l'État français. C'est que tu as dit pas de salaire et tu as dit revenu locatif. Et là, je peux déjà te le dire, mon ami, tu vas te faire pumaïser, comme on dit. Tu vas te prendre la taxe Puma, qui est en gros la taxe, littéralement la taxe des rentiers. Et donc, je vais te montrer, ou je vous expliquerai tout à l'heure, comment l'éviter. C'est pas très compliqué, honnêtement. Mais si vous êtes uniquement rentier, donc si vous n'avez pas de revenus, eh ben vous allez vous prendre la taxe Puma en pleine tête. Ton cash flow, on découvre ça tout de suite. Du coup, tu as des revenus locatifs, hein, tu nous l'as dit. Apparemment, il y a un appartement Airbnb, il y a une maison. Bah ouais, c'est plutôt agréable. Forcément, quand on a déjà 4000 € sans rien faire, bah c'est plus facile. Forcément, c'est plus facile. On a moins l'impression pour trouver un job. Investissement mensuel, bah 1750 € quand même. Donc là, ça fait vraiment travailler l'argent. 1000 € en PEA, ça c'est top. 500 € en crypto, why not? 250 € en PEA PME. Très curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Les logements, bah tu as quand même des charges Airbnb. Peut-être pour la conciergerie qui est pas donnée. Vu les loyers que tu touches sur l'Airbnb, je trouve ça quand même un peu faible pour de la conciergerie. Bon, on va regarder. Les charges pour la maison, ok. D'ailleurs, on voit que la maison est moins rentable. Je me demande si tu la loues pas en location nue. Tu as des courses, bah ouais, des voyages évidemment, un peu de sport, un peu de téléphonie et un peu d'emprunt quand même que tu rembourses. DCA de 1750 € par mois, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc PEA, MSCI World, 1000 € par mois. J'ai essayé de changer, d'investir dans l'ETF Monde iShares. Je rappelle que iShares, c'est la marque ETF de BlackRock qui a uniquement 0,25% de frais. C'est vrai que avant cela, tout le monde investissait sur le Amundi CW8 qui lui est à 0,38. Donc voilà, là vous avez en gros à peu près la même chose. C'est pas exactement la même technique et surtout il y a beaucoup moins d'historique. Mais en tout cas, BlackRock c'est quand même pas des peintres et si vous pouvez économiser 13 points de base, donc 0,13%, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je trouve ça pas une mauvaise idée. Crypto, environ 500 € par mois sur Ethereum et Bitcoin. Bon, ça c'est quand même assez logique. Ce qu'on voit le plus sur Finari, 85% je pense des gens qui investissent sur Finari en crypto font Bitcoin ou Ethereum. Donc c'est vraiment le gros des allocs. Bientôt 250 € par mois sur mon PEA PME dans un portefeuille small caps. Pourquoi des small caps? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une conviction dessus? Historiquement, les small caps sont plus risquées, elles sont plus volatiles et elles ont beaucoup de mal à performer, mais depuis très longtemps. Donc voilà, à voir si ça se paye sur le long terme, mais en tout cas, ça fait à peu près 10 ans que les small caps se font vraiment pas mal ratatiner par les large caps et donc des choses comme le MSCI World. Immobilier, j'ai 3 biens immobiliers provenant du décès de ma grand-mère, une maison dans le sud de la France louée en location nue. Attention à la fiscalité, j'en reparlerai tout à l'heure. Un appartement à Nice loué en location de tourisme classé depuis 3 ans. Attention au changement de loi en ce moment puisque l'État est en train de changer les règles pour en gros prendre plus d'impôts, voilà, tout simplement. Et un 3e appartement en démembrement avec mon père. Actions et fonds. Un PEA avec 60K, principalement de l'investissement en ETF, MSCI World, Nasdaq, attention à l'overlap et du stock picking, ok. Un CTO focus sur le stock picking d'environ 35K, une assurance vie HSBC avec 9K. Alors ça, à mon avis, elle est bourrée de frais, mais on va regarder. Question, comment optimiser ma fiscalité sur l'immobilier? Je n'ai jamais changé la fiscalité de la maison qui est en location nue au régime réel. Comment emprunter pour un bien locatif? Malgré mon patrimoine et des revenus plutôt confortables, les banques ne veulent pas me donner de crédit supplémentaire. Alors du coup, je vous parlais tout à l'heure de la taxe Puma.
PUMA, puisque ici notre ami est dans le cas vraiment typique, la taxe PUMA elle a été instaurée pour simplement couvrir ou financer la couverture maladie universelle qui existe depuis 2016. Et donc concrètement, si vos revenus annuels d'activité professionnelle sont inférieurs à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale, le fameux PASS, je suis sûr que vous connaissez tous le PASS, eh bien soit 9 273 € net imposable, vous devez payer la taxe PUMA. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas de revenus de remplacement, il y a aussi des revenus du patrimoine supérieur à 23 000 €, soit 50% du PASS. Et donc dans ton cas, eh bien, tu es largement au-dessus des 23 000 €, puisque tu nous l'as dit, tu gagnes 4 000 € par mois avec tes biens locatifs. Et donc la taxe PUMA, bon bah il y a un petit calcul évidemment. Alors vu qu'on est en France, c'est un truc complètement incompréhensible, puisque il faut en gros, voilà, faut faire un petit calcul, mais il y a plein de simulateurs en ligne. Et là c'est assez simple pour l'éviter, il suffit de se verser à minima un revenu. Et donc le mieux, c'est de créer, c'est pour ça que ce site en parle, il faut créer une société et se reverser un salaire, mais encore faut-il pour cela avoir une activité. Donc toi, si tu lances ton side business, typiquement, il faut que tu te payes avec ce side business pour éviter d'être dans le champ d'application de la taxe PUMA. Maintenant la question c'est que tu vis en Norvège ou que tu vas vivre en Norvège, il me semble. Non, tu vis en Norvège. Eh bien la question de savoir c'est est-ce que tu es imposé en France ou en Norvège. Donc là il faudrait analyser la convention fiscale qui existe entre la Norvège et la France. Je t'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire, mais en gros il faut séparer deux choses, c'est les revenus mobiliers, et donc là généralement c'est plutôt le pays de résidence, donc c'est plutôt la Norvège a priori sur laquelle qui aurait le dernier mot, et donc on appliquerait les taux norvégiens. Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour toi. Et ensuite il y a les revenus immobiliers, et donc là on applique le droit de situs, et donc concrètement ça veut dire que si l'immeuble est en France, tu payes des revenus ou des impôts en France. Donc tu n'échapperas pas à ça. Donc voilà, il y a une petite analyse à faire ici. C'est important que tu t'en occupes afin d'éviter de faire taxer de façon un peu trop sévère par le fisc français ou norvégien. On va regarder ton patrimoine, et notamment on va commencer par ton bien immobilier, puisque tu me demandais comment le louer. Donc ce bien immobilier, c'est la maison que tu as ici. Actuellement, elle vaut la bagatelle de 471 000 €, donc c'est quand même un très très bel actif, et tu la loues pour 1862 €, et donc ça te fait une renta brute qui est pas énorme, mais bon, en même temps, c'est du cash flow pur. Le problème, c'est que tu la loues en location nue, et donc ça c'est vraiment pas terrible, puisque du coup, t'es au revenu foncier, et c'est beaucoup moins intéressant que si t'étais en LMNP par exemple, ou en LMP d'ailleurs. Donc la première chose que tu peux faire, c'est tout simplement de changer le type de location et de passer sur de la location meublée pour d'une part augmenter les loyers, puisque lorsque tu loues en meublé, tu loues plus cher, et d'autre part profiter des amortissements. Alors ici, il faudrait voir si ça vaut le coup, puisque la maison est potentiellement déjà amortie, surtout si tu n'as fait aucun travaux et que tu n'as pas de crédit dessus, ce qui, je pense, est le cas, puisque tu n'as aucun crédit ici. Voilà, à garder en tête. Alors vu qu'il y a quand même pas mal de changements sur le LMNP, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Ce que tu pourrais aussi faire, c'est une SCI à l'IS, comme ça tu pourrais moduler le revenu que tu te verses. Évidemment, ça nécessite des démarches, donc à toi de voir si tu as vraiment besoin de cet argent, des 1000 et quelques qui viennent de la maison. Peut-être qu'une fois que tu toucheras ton revenu du travail, une fois que tu as signé ton job, là tu n'en auras plus besoin, donc là ça peut valoir du coup de passer à la SCI, à l'IS. D'ailleurs, tu demandais comment emprunter sans avoir de job. Alors on pourrait envisager l'owner buyout, qui est un schéma qui est assez intéressant, sauf qu'ici il n'y a pas de dette en fait sur la maison, donc pas terrible par rapport au coût du crédit. Moi, ce que je vois en réalité, c'est qu'il faut tout simplement un job pour emprunter. Là dans ce cas-là tu vas galérer sinon, ou alors avoir une banque de confiance, par exemple la banque qui bosse avec tes parents depuis 25 ans. Eux ils peuvent faire une exception au niveau de l'agence, puisque le directeur pourrait t'accorder un crédit sans passer par la hiérarchie, parce que voilà, il sait que t'es solide, il met le bien que t'achètes en hypothèque via ce qu'on appelle un PPD. Enfin bref, il y a des choses à faire, mais pour moi si t'as pas une relation de confiance avec un banquier ici, t'arriveras pas à emprunter facilement. Tu peux le faire, mais ce sera compliqué. Donc t'avais une question par rapport c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation. Tu t'étais donné un objectif de 5 millions de patrimoine brut. C'est vrai qu'actuellement avec ton mix patrimonial, c'est pas idéal, parce que même si la valeur de ton immobilier va augmenter, la valeur des loyers que tu vas percevoir va être réindexée sur l'inflation, certes, mais elle va quand même être capée et va moins augmenter que la valeur des biens, puisqu'en France il y a tout un tas de lois qui protègent les bailleurs, les loyers sont encadrés, et ça risque quand même de devenir de pire en pire. Et donc finalement c'est peut-être pas le bon actif, c'est pas l'actif idéal, et donc j'ai juste pris ton patrimoine en fait
fait ton patrimoine actuel. Ici on le retrouve 1,4 million, c'était un peu plus au moment où je l'ai fait. Et ensuite j'ai pris la répartition, 13% bourse, 87% autre étant évidemment l'immobilier. Tes investissements ils vont 100% dans la bourse, 20 ans d'épargne, le rendement de la bourse, bon ça on n'a pas changé, rendement autre on a mis 3% parce que l'immobilier ça n'augmente pas non plus beaucoup plus que ça. On a mis 30% d'imposition pour être tranquille, même si en réalité c'est probablement moins. Et donc on voit que tu arrives à 2 millions 2, donc on est très loin des 5 millions. Pourquoi? Parce que tout simplement ton patrimoine n'est pas assez exposé à une classe d'actifs qui augmente fortement, comme la bourse ou comme autre chose, et l'immobilier n'est pas assez producteur de richesse. Et donc si par exemple on disait bon, tu vends la maison et donc tu vas aller à, je sais pas, à 50%, c'est déjà un peu mieux. Si tu vas à 100%, c'est aussi un peu mieux, mais je vois quand même pas trop comment tu vas arriver aux 5 millions, en tout cas pas avant 20 ans. Donc là par exemple on dit je mets 50%, donc tu vendrais concrètement la maison, même un peu plus que la maison et probablement encore autre chose. Et donc si on dit sur 30 ans, tu vois, t'arriverais à 4 millions. Donc il faudrait même plus que ça, faudrait probablement 40 ans, au moins, je dirais. Voilà, faudrait 35 ans probablement, un truc comme ça. Voilà, 35 ans pour atteindre l'objectif des 5 millions. Mais ça nécessiterait quand même de vendre une partie de ton IMO. Et d'ailleurs, si tu le vends, attention à la fiscalité. Étudie bien la fiscalité norvégienne, puisque tu risques de payer des impôts là-bas. Et mieux vaut éviter la surprise. Si tu peux le vendre par exemple en étant encore résident fiscal français parce que c'est plus avantageux, fais-toi plaisir. Et sinon, effectivement, passe sur la partie norvégienne. On voulait aussi regarder tes actions et tes fonds. Donc là ça augmente gentiment, il n'y a pas grand chose à dire. On voit que tu as pris le nouvel iShares MSCI World, on voit que tu as aussi l'ancien, on voit que tu as une Nasdaq 100, donc là il y a clairement de l'overlap puisqu'il y a une partie des actions du Nasdaq 100 qui sont à la MSCI World. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton PEA? Il y a du Nasdaq, il y a du Emerging Markets, il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Écoute, si tu as de la conviction sur ces actions en stock picking, pourquoi pas? ASML vient de se prendre une très belle cagoule, donc à voir si tu es encore aussi convaincu. Mais de façon générale, moi c'est vrai que j'aime pas trop les marchés émergents, j'aime pas trop les small cap, je préfère les large cap et je préfère aller sur les US le plus possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le compte titre? Bon il y a du Nvidia, il y a que des choses étrangères. Non, il y a du ASML, je vois pas trop l'intérêt de mettre du ASML dans ton compte titre alors que tu pourrais le mettre dans ton PEA, d'ailleurs tu en as déjà. Pareil, avoir du stock 600, pas sûr de voir l'intérêt alors que tu pourrais en avoir dans ton PEA et donc éviter l'impôt sur le revenu. Air Liquide pareil, donc en fait toutes les sociétés que tu peux avoir dans ton PEA, il faut les liquider et les passer dessus. L'assurance vie chez nos amis de HSBC, enfin c'est pas nos amis d'ailleurs, mais c'est juste ils sont là quoi, ils sont présents aussi quand il s'agit de mettre des frais. Donc là on voit que c'est que des fonds actifs, très sympa chez HSBC, et en plus c'est de la gestion, alors on ne sait pas si c'est de la gestion libre, on n'a pas les détails, mais là t'es déjà 1,57 avant même les frais du contrat, donc je peux déjà te dire que la facture elle va être très salée, elle va plutôt aux alentours des 3%, et donc tu vas perdre beaucoup d'argent chaque année dans les frais, et au bout de 30 ans l'addition sera encore plus salée. Donc il y a un ajustement à faire ici pour limiter les frais au maximum et venir baisser cette part de fonds. La crypto, tu nous en parlais, je vois que tu investis sur Finari Invest, magnifique, tu investis aussi sur d'autres supports, donc là c'est des wallets, tu investis sur Binance, un peu sur AAV en DeFi, mais en tout cas on voit que la majorité c'est Ethereum, Bitcoin, ensuite un peu de petits coins pour agrémenter le tout. Et d'ailleurs on voit que tu as aussi une petite montre, une Rolex Oyster Perpetual. Je vous rappelle que vous pouvez ajouter vos montres sur Finari, on est capable de les coter de façon quasi instantanée, et puis après surtout on vous met la petite photo pour que vous ayez un souvenir même quand votre montre elle est au coffre. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a plu. T'as toutes les cartes en main en réalité là, avec les biens en héritage, probablement un changement d'exploitation d'un bien à faire, peut-être une vente pour aller encore plus en bourse. Ça dépendra de pas mal de choses, notamment de la fiscalité en Norvège, donc à bien vérifier avant de faire quoi que ce soit. En tout cas, t'as toutes les clés en main. Si vous aussi vous voulez prendre votre patrimoine en main, eh bien vous téléchargez Finari et puis ensuite vous postulez pour que j'analyse votre patrimoine. Le lien il est juste dans la description. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle analyse. D'ici là, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.